Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Chasseurs d'Histoire, Fabulae Venatores pour les latinistes. Je suis Raphaël Gonard et je suis aujourd'hui avec Maxime Chaussinan et Fabrice Sabatier. Bonjour les gars. Eh bien, bonjour Raphaël, bonjour Fabrice. Salut Maxime, salut Raphaël. Et aujourd'hui dans notre podcast qui vous transporte dans l'histoire grâce à des histoires, on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on s'attaque à la bataille de Bouvines. Mettons-nous un petit peu dans le contexte. Nous sommes le dimanche 27 juillet 1214 et sous un soleil de plomb, non loin de l'île, les belligérants se regardent dans le blanc des yeux. Les gars, on va commencer doucement puisque le XIIIe siècle, pour certains de nos auditeurs, ça peut être assez flou. Donc je propose une petite remise en contexte. Qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle ? Alors pour remettre dans le contexte, comme tu demandes, le XIIIe siècle, il faut voir ça comme étant la période de l'âge d'or du Moyen-Âge. Effectivement, c'est une période florissante, que ce soit sur le plan économique et même dans le développement général de l'Europe. C'est aussi une période où on retrouve très peu de conflits, encore une fois, entre les différentes nations européennes. Maintenant, à côté de ça, donc en plus du Vatican qui chapeaute toute la partie religieuse du continent, on retrouve trois grandes nations sur le plan économique et militaire. Donc la première étant le royaume de France, dirigé par Philippe Auguste. Ensuite, le Saint-Empire romain germanique, avec à sa tête Othon IV. Et enfin, le royaume d'Angleterre, qui a comme roi à ce moment-là Jean sans Terre, frère de Richard Cœur de Lion. Maintenant qu'on a ce grand espace, qu'est-ce qui se passe au niveau géopolitique à ce moment-là ? Qu'est-ce qui va entraîner la bataille de Bouvines au final ? À cette époque-là, il y a un conflit qui s'appelle le conflit franco-plantagenet. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement le conflit qu'il y a entre la France et l'Angleterre. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Pourquoi Plantagenet ? Plantagenet, ça vient tout simplement de Henri II Plantagenet, qui à la base était, me semble-t-il, duc de Normandie, si je ne me trompe pas. Cet homme, par des manœuvres politiques très très habiles, a réussi à faire signer un traité, le traité de Wallingford, dans lequel il est explicitement mentionné qu'il deviendra le successeur au trône d'Angleterre. Donc, vous avez un Normand, donc un Français, qui arrive à faire un golden move et à devenir roi d'Angleterre. D'ailleurs, ce monsieur, ce brave Henri II, va se marier à une certaine Aliénor d'Aquitaine. Qui est Aliénor d'Aquitaine ? C'est l'épouse du roi de France, Louis VII, me semble-t-il, oui. Ça. Et donc, cette femme qui se marie à Louis VII a visiblement préféré Henri II Plantagenet, et elle s'est mariée avec le roi d'Angleterre. Autant dire que, outre l'horreur qu'il y a derrière cet acte, ça va avoir de grandes retombées, parce que de cette union va naître Richard Cœur de Lion, celui dont on parle souvent, un immense stratège qui va causer beaucoup de problèmes à Philippe Auguste, et aussi Jean sans Terre. Le royaume d'Angleterre, grâce à cette union d'Aliénor d'Aquitaine et de Louis VII, dispose de terres dans l'ouest de la France. Pour comprendre ça, je pense que ça va être important de revoir une notion qui est très importante au Moyen-Âge, c'est le système féodal. Parce que qu'est-ce que ça a comme implication que l'Angleterre ait des terres en France ? Parce que comme les rois, techniquement, ils sont vassaux du roi de France. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que c'est un problème que l'Angleterre ait des terres en France si c'est une vassale ? C'est une dinguerie. C'est littéralement une dinguerie parce qu'on se retrouve dans une situation rocambolesque où le roi d'Angleterre est vassal du roi de France. Donc ça veut dire... Alors qu'est-ce que ça veut dire être vassal ? On va commencer par là. Pour expliquer le système féodal, il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'il y en a un, c'est le chef, les autres, c'est pas le chef, mais quand ils ont des terres que le chef leur donne, en fait, c'est leur terre. Mais en fait, c'est pas vraiment leur terre, mais c'est quand même leur terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, s'il vous plaît ? Alors, c'est tout le propre du système féodal, c'est que on a deux éléments essentiels à garder en tête. Le premier, c'est la relation entre le suzerain et son vassal. Le suzerain est une personne qui va disposer de terres, qui va les confier à une autre personne, son vassal. Ce vassal va administrer les terres pour son seigneur, il va les gérer, mais ce ne sont pas ses terres à lui. C'est-à-dire que d'un point de vue purement juridique, c'est les terres de son seigneur. C'est une relation, en fait, ce qu'on appelle en droit un contrat synalagmatique. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est un contrat dans lequel on va avoir des obligations réciproques entre les deux parties. Le suzerain, il va avoir pour mission de protéger son vassal, et en échange, le vassal va administrer ses terres pour lui, pour faire simple. Du coup, certes, le vassal va administrer des terres qui sont juridiquement pas les siennes, mais qu'il gère comme si elles étaient les siennes, mais qui relèvent de l'autorité de son seigneur. Je reviens du coup à la situation avec Aliénor d'Aquitaine, vous verrez le bourbier que c'est. Aliénor d'Aquitaine, elle est duchesse d'Aquitaine, donc du coup, l'Aquitaine tombe sous l'égide du roi d'Angleterre. Sauf que l'Aquitaine, rappelons-le, au Moyen-Âge, c'est un sacré morceau de la France. Ah bah Fabrice... Ça représente bien un quart du territoire, Ah bah facile. même national aujourd'hui. Et puis c'est une des parties les plus riches, c'est pas n'importe quel duché. On se retrouve avec la France qui a sur son territoire son ennemi, qui dispose de terres sur le royaume de France, qui donc à tout moment peut envisager des attaques, et qui en plus, ce thug, ne répond pas à ses obligations de vassal. C'est-à-dire que le roi de France, à un moment, convoque... Alors là, c'est plus Henri à ce moment-là, c'est Jean sans Terre. Et Jean sans Terre arrive et dit « Non, je ne me présenterai pas à la cour du roi de France ». Autant dire que Philippe Auguste, qui est roi de France à ce moment-là, ça l'énerve un petit peu.
Et donc du coup, il entreprend de reprendre les terres du roi d'Angleterre. C'est un super prétexte, hein. Parce que finalement, le gars en face n'a pas obéi à ses obligations de vassal, pourquoi il continuerait d'avoir des terres chez moi? Et ainsi commence la reconquête de ces terres-là. Je vous passe les détails, hein, où il y a eu Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste qui se sont hagards, pour employer une terminologie un petit peu plus familière. On a un conflit, avec peu de batailles en soi, mais un conflit entre les Français et les Anglais. C'est qui les méchants et c'est quoi leur motivation? Parce qu'on est français, on est gentil. On retrouve tout naturellement Jean sans Terre, mais qui n'était pas à la bataille de Bouvines. Lui, effectivement, il avait effectué un débarquement à La Rochelle pour reprendre des terres qu'il avait perdues. Je crois qu'il y avait un lion qui l'attendait là-bas. Oui, alors quand Raphaël parle du lion, c'est le surnom du fils de Philippe Auguste, Louis VIII. Tout à fait, qui lui a mis une sacrée déculottée à La Roche-aux-Moines d'ailleurs. On retrouve ensuite donc Ferrand de Flandre. Donc là, je vais vraiment parler des personnages qui seront présents à la bataille de Bouvines, donc Ferrand de Flandre, qui justement s'est retourné contre le roi de France pour 2 raisons. La première était qu'il a dû céder des terres au roi de France par le passé, et la deuxième étant que les Flamands, n'appréciant pas les Français, pour se faire accepter par la population locale, a dû prendre parti pour ses vassaux. Nous retrouvons ensuite Renaud de Damartin, comte de Boulogne, qui est un chevalier renégat, ancien ami d'enfance du roi Philippe Auguste. Pour représenter l'Angleterre, on retrouve le duc de Salisbury, Othon IV, naturellement, qui sera présent et qui a pris le parti de Jean sans Terre car il est son oncle. Othon IV, c'est l'empereur, hein. C'est Oui, l'empereur du Othon. Saint-Empire romain germanique, pour précision. Le Tout à fameux fait. Serge. Le fameux Serge, effectivement. Le Saint-Empire Alors- romain germanique. Alors, c'est vrai que Raphaël, moi j'aime beaucoup parce qu'il a plein de petits tips. Si jamais vous avez besoin de petits tips, n'hésitez pas à contacter Raphaël, il vous en donnera. Serge, Saint-Empire romain germanique. D'ailleurs, qu'en est-il des Français, les vrais, ceux qui sont avec le roi? Les gigachad. Ouais, aussi appelés les gigachad. Bon, plus sérieusement, le roi, ce qu'il a fait, c'est que, je vous parlais tout à l'heure de ce système féodal, là pour le coup on est en plein dedans, hein. Il va aller chercher ses vassaux en leur disant, les gars, là il y a besoin d'aide et de bras, parce que au nord on a une invasion qui arrive, et c'est une coalition de gars qui sont visiblement assez énervés et qui ont envie de nous taper dessus. Donc, venez m'aider s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle Lost, d'ailleurs. C'est Lost, tout à fait. Alors, dedans, on a des champenois et des chevaliers champenois et bourguignons. Dans le livre de l'historien Georges Duby, il cite un certain nombre de noms de chevaliers. Je vous avoue que c'est particulièrement délicieux parce que ce sont des vieux prénoms. Donc, rien que pour ça, on va en lister quelques-uns. Eudes de Bourgogne, Robert de Dreux, Pierre de Courtenay, Girard Latruy, Guillaume des Barres. Et alors, moi, ce que je préfère, ça me régale, c'est qu'avec eux, il y a l'évêque de Beauvais. Alors c'est un religieux. Mais alors, l'évêque de Beauvais, il a la particularité d'aller se castagner. Sauf que c'est un religieux, il n'a pas le droit de verser le sang. Donc le droit canonique, ils ont mis au point une méthode de contournement qui me régale. C'est qu'ils disent, tu n'as pas le droit de verser le sang, donc tu ne te serviras pas d'une épée. Par contre, tu auras une masse. Ça veut dire que tu pourras broyer des crânes, casser des côtes, créer des hémorragies internes, mais ça ne saignera pas. Le Moyen-Âge me régale pour ça, je trouve ça absolument formidable. Oui, et d'ailleurs, on remarque aussi que, à part du coup les Champenois et les Bourguignons, c'est principalement, comme d'habitude, les duchés du Nord qui prennent part au conflit, niveau français. Moi d'ailleurs par rapport à ça, je vais quand même rajouter une chose, parce que dans les livres ils en parlent pas énormément, c'est qu'on a quand même des chevaliers qui viennent d'Auvergne, notamment un qui est d'ailleurs mort lors de la bataille, c'est le seigneur, il était seigneur, le seigneur Richard de Montravel, qui était l'un des chevaliers qui est mort notamment lorsque le roi de France serait tombé de son cheval, mais ça On en reparlera tout plus à l'heure. Maintenant qu'on a tous les Français, nous avons du coup à leur tête Philippe Auguste, d'ailleurs le nom Auguste, on reviendra dessus à la fin, qui tente Dieu. Oui, il tente Dieu. Cette expression, je la trouve marrante. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on envoie un dirigeant au combat, il y a un risque. Il y a un réel risque. Et il reste pas derrière comme aujourd'hui, il est dans le cœur de la bataille. Il est dans le cœur de la bataille. Donc quand vous allez vous castagner avec des ennemis, vous prenez un risque. Philippe Auguste, il prend un grand risque parce que lui, il va au carton direct. Il y va directement, il fonce dans l'art, pour employer des termes un peu triviaux. C'est pour ça qu'on dit tenter Dieu, tout simplement. Est-ce que, monsieur, cette description vous convient ? Parfaitement. Maintenant qu'on a terminé avec l'explication de c'est quoi les gens qui se frappent dessus. C'est quoi un host? Feur. On la coupe celle-là. Malaise.tv, bonsoir. Et d'ailleurs, il faut noter que ce n'est pas une armée de métier.
Pour vous décrire les 3 grandes composantes de cette armée, on retrouve tout d'abord en bas de l'échelle les fantassins, avec un équipement de briques et de brocs, principalement des lances ou tout ce qu'on peut retrouver de piquant pour embêter son ennemi, Un bâton. un bâton. Ensuite, avec un équipement d'une meilleure facture et avec l'avantage d'avoir un cheval, les sergents à cheval. Et enfin, l'élite de l'élite, les chevaliers qui, là, avaient la particularité d'avoir un équipement vraiment, généralement de qualité. Petite précision quand même, je reviens juste sur les sergents à cheval. La différence fondamentale qu'il y a entre le chevalier et le sergent à cheval, c'est que déjà, souvent, le sergent à cheval n'est pas un noble. À cette époque-là, les chevaliers ont tendance à souvent être des nobles. Ça commence. Bah, C'est même bien entamé. c'est très entamé. Ça va finir sur le 14e siècle, Ouais, mais là, mais on est quand même là, bien il y a dedans, pas mal de nobles déjà dans la chevalerie. Pour vous donner un ordre d'idée, avant, vous pouvez être chevalier, pas qui voulait, mais disons qu'on avait pas mal de chevaliers qui étaient issus de conditions modestes, au 11e, 12e siècle. Au 13e siècle, ça va un petit peu s'anoblir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils sont pas chevaliers, les sergents. Ça paraît assez évident, mais être noble et être chevalier, c'est deux choses différentes. Être noble, c'est de famille, vous naissez dans une famille noble, alors que vous devenez chevalier. Vous êtes adoubé chevalier. D'ailleurs, le roi devait être adoubé chevalier. Ah, ça, c'est un truc à garder en tête. On va passer très rapidement sur les équipements du coup des 3 grands corps. On va reprendre les 3 catégories dont tu nous as parlé tout à l'heure. Je vais commencer par le bas, du coup les fantassins, que je trouve que tu as beaucoup dénigré. Mais par contre, le point sur lequel tu as raison, c'est qu'on retrouve de tout dans cette catégorie. Du pagu qui sait pas trop ce qu'il fait là parce que son seigneur l'a emmené parce qu'il faut amener des gens à Lost. C'est plutôt rare, mais on a aussi des gens qui viennent de communes, une ville, qui a signé des accords avec un seigneur local ou avec le roi pour participer à Lost. Et dans ces milices-là, on va retrouver des gens avec un peu plus d'équipement, typiquement une tunique matelassée au lieu de juste une tunique très classique, et une lance de meilleure facture. Au niveau des sergents à cheval, ils sont en règle générale au moins protégés par un gambison, qui est la tunique matelassée dont je vous parlais, et des lances de meilleure facture, ou alors une masse, c'est un équipement qu'on peut retrouver. Ensuite, les chevaliers, ils vont avoir un équipement de protection qui va être meilleur. Un haubert, ce qu'on appelle un haubert, c'est une cotte de maille qui va faire en gros un t-shirt de maille. Ensuite, ils vont avoir un camail, donc c'est une capuche en maille, peut-être des moufles en maille, et pour finir, pour les plus riches, on va retrouver des jambières, toujours en maille. On n'est pas du tout sur le chevalier 15e siècle qui va lui retrouver une armure de plate, qu'on retrouve beaucoup dans l'imaginaire populaire. Petite chose à rajouter sur la guerre, parce que l'équipement, j'adore la bagarre, mais l'équipement évidemment c'est important. Quand on va à la guerre au Moyen-Âge, alors je parle pas au Moyen-Âge de la guerre de 100 ans, je parle vraiment 13e siècle. Georges Duby, dans le livre Le Dimanche de Bouvines, que je vous conseille d'ailleurs, dit « La guerre est une affaire ». Ça veut dire que certes on va à la guerre parce que le Seigneur nous a dit « Mon coco, va falloir que tu viennes parce que j'ai besoin de ton aide pour aller castagner des gars », mais c'est aussi pour la renommée, pour la gloire déjà, l'honneur chevaleresque et tout ce qui va avec, première chose. Deuxième chose, ça permet de faire des prisonniers, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais un chevalier coûte cher. Pourquoi on tuerait un chevalier alors qu'on peut le faire prisonnier ? On peut s'en faire un allié potentiellement grâce à ça. Et en plus, pour le libérer, il faut payer ses proches vont devoir payer une rançon. Enfin, ses proches ou ses alliés ou qui que ce soit. On s'enrichit, on le tue pas, ça l'arrange, et nous, ça nous fait de l'oseille. Mais que demande le peuple ? Et en plus, on peut lui voler son équipement, parce qu'un haubert, ça représente 1 an de revenu d'une petite seigneurie, et une épée, c'est 40 000 € actuels. Un peu plus avec l'inflation, mais t'inquiète. Et on lui dira juste qu'on l'a perdu. Ça arrive. Et justement, c'était exactement là où je voulais en venir, c'est que ça permet d'avoir de l'équipement, ça permet de se stuffer. La guerre, c'est certes le combat, la bagarre, mais c'est aussi tous les à côté. Tous les à côté financiers et tous les à côté niveau social. Parce que faire la guerre, c'est aussi un moyen de se créer une réputation. Bonne comme mauvaise, on le verra. Tout à fait. Maintenant qu'on a fini de parler du contexte et de l'équipement et des gens qui sont impliqués dedans, on va rentrer dans le dur. La bataille. La bagarre! Oh, l'homme de Néandertal. Mais c'est trop bien, la bagarre! D'ailleurs, tiens, tu vas nous en parler. D'ailleurs, quel est le début de la bataille ? Comment elle commence ? Qu'est-ce qui se passe avant ? Pour vous faire simple, Philippe Auguste et Othon, donc l'armée du roi de France et l'armée coalisée, ils se jaugent. Une armée, c'est énorme, donc ils se voient à plusieurs lieues de distance. La lieue, c'est l'unité de mesure, comme le kilomètre aujourd'hui. Il y a un moment, le roi de France, il hésite à rentrer au contact, mais on le dissuade. Donc le roi de France, il va traverser le pont de Bouvines avec pour objectif de s'arrêter à Lille. Sauf qu'à ce moment-là, son arrière-garde, elle se fait attaquer par les troupes d'Othon. Et alors là, la chevalerie française, dans toute sa splendeur, va mener une charge héroïque. Attends, Max. Moins vite. Ouais. Là, t'es en train de sauter plein d'étapes. Et en plus, tu rentres dans un certain roman dont on ne veut pas parler. Je pense qu'il est temps de débunker un peu tout ça quand même. Je pense qu'il est temps. On va parler des faits. Alors quels sont les faits ? Les faits.
Ce sont des petites créatures avec des ailes. Il faut rappeler donc, que nous sommes un dimanche, que Très important. donc, l'host d'Othon qui s'était replié au château de Mortagne avait commencé un mouvement pour repartir en direction du nord-ouest par rapport au château, donc en direction du pont de Bouvines. L'arrière-garde qui était placée à cet endroit-là de l'host français a été accroché. Un messager a bel et bien été envoyé justement prévenir l'host royal. Au moment où l'host était en train de traverser le pont, Philippe Auguste à ce moment-là était en train de se reposer sous un arbre. Je sais plus s'il avait pris le temps d'enlever son armure. Oui, chillait. Il avait- ok. À ce moment-là, donc le messager arrive. Philippe Auguste prend note de la nouvelle. Et juste à côté de l'endroit où Philippe Auguste se trouvait était érigée la chapelle Saint-Pierre. À ce moment-là, il décida, selon le récit de Guillaume le Breton, hein, je tiens à préciser. C'est qui Guillaume le Breton? Guillaume le Breton, C'est un c'est chroniqueur un religieux, chroniqueur employé par Philippe Auguste pour raconter toute la bataille de Bouvines, dans ce qu'on appelle les Philippides notamment. Philippe Auguste entre dans la chapelle Saint-Pierre, prend le temps de prier Dieu, prendre une décision aussi, parce que étant donné qu'on est dimanche, c'est un jour saint, il est interdit de faire couler le sang, mais sa décision était prise, il ressortit et demanda à ses chevaliers et à ses hommes de faire demi-tour et d'aller aider l'arrière-garde. On va repasser sur la notion de combat le dimanche parce que c'est très important dans cette bataille et c'est ce qui fait tout le mythe. C'est que le dimanche c'est un jour saint et que dans la tête des gens du Moyen-Âge, tout tourne autour de la religion. Et ça a pu jouer sur la psychologie des soldats. Pas forcément sur celle d'Othon, il est excommunié, il est donc hors de la communauté des chrétiens. Sauf que ces soldats, ils représentent le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire. Et dans leur tête, ils se battent contre Dieu alors que les Français attaqués se sentent avec Dieu. Sauf que ce qui est psychologique, ça joue pas forcément sur le réel. Qu'est-ce qui se passe au niveau des effectifs dans les deux armées ? Concernant les effectifs, je suis désolé de vous décevoir, chers auditeurs et auditrices, mais il n'y avait pas des dizaines de milliers de teutons en furie contre seulement quelques francs courageux et héroïques. Eh bien non. Il y avait certes un petit sureffectif du côté d'Othon et de la coalition. Je vais m'appuyer là-dessus sur Georges Duby. Il y a aussi Philippe Barthélemy, qui fut l'un des élèves de Duby, qui a écrit un livre sur la bataille de Bouvines. Il nuance tout ça, en disant typiquement que chez Philippe Auguste, on aurait à la louche 1300 chevaliers, à peu près le même nombre de sergents à cheval, et 4 à 6000 fantassins à pied. Ça fait quand même du monde. L'ennemi aurait à la louche 4000 cavaliers peut-être, et peut-être 2-3 fois plus de piétons. Sureffectif, mais sureffectif à nuancer. Sureffectif d'autant plus à nuancer que c'est une coalition, et les coalitions, ça marche pas très bien parce qu'il y a plusieurs chefs, et que des fois, ils arrivent pas à s'entendre. Maintenant qu'on a le début, comment ça se passe la suite ? La bataille, comment elle s'est déroulée, les sources concordent là-dessus globalement, elles sont déroulées sur 3 fronts. Je voudrais juste faire une petite précision. Guillaume le Breton, qui est le chroniqueur du roi, est très très influencé par la vision antique de la bataille. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous prenez par exemple les Grecs, les Macédoniens, les Romains, on est sur une organisation très rigoureuse, presque géométrique, avec un flanc gauche, un flanc droit et un centre. Dans les faits, c'était le boxon absolu. Je vais reciter Duby parce que j'aime beaucoup ce qu'il dit là-dessus. Il dit que le roi n'était même pas capable de voir ce qui se passait sur l'aile droite, tellement c'était l'anarchie. C'est normal, vous avez des chevaux qui courent partout, des gars qui braillent, vous avez des mecs qui se flanquent des coups de lance, ça bouge dans tous les sens. On va vous parler sur chaque front de ce qui s'est passé, mais on va schématiser par souci didactique. C'est absolument pas parce que on prend ça pour argent comptant. Bon allez, là je sais que vous en pouvez plus, vous êtes comme moi, vous avez qu'une envie, c'est de voir du sang, des morts, de l'héroïsme, de l'épicness, de l'honneur, de la chevalerie. Alors Fabrice, s'il te plaît, régale nos auditeurs. Ce début de bataille reste assez anarchique. Les troupes n'ont pas le temps d'arriver en même temps sur le champ de bataille, si bien que pour faire gagner du temps et économiser de l'énergie aux chevaliers français, un détachement de sergents à cheval lança la charge sur les troupes flamandes situées sur le flanc droit du point de vue des Français. On va adopter le point de vue des Français pour que ce soit plus clair pour vous et que vous puissiez suivre le déroulement des événements. Bien que cette charge n'eut pas un grand effet sur les troupes adverses, elle laissa toutefois le temps aux chevaliers de s'équiper et de lancer la charge à leur tour. Dirigé par Eudes de Bourgogne, le choc fut tout de même violent avec les troupes flamandes. Les lances se brisèrent, l'acier des épées s'entrechoquait. À un moment donné, un détachement, quelques chevaliers français, réussirent à traverser les lignes flamandes pour les prendre à revers par la suite. Quelques instants plus tard,
On entendit au loin « À mort les Français !» C'est Eustache de Malanguin. Le pauvre homme mourut sur le coup tout de suite après par un chevalier français. Alors attendez, Je crois qu'il est tombé à genoux avant de tomber sur le coup, mais... Petit à petit, dans ce combat sanglant, le moral des Flamands fléchissait jusqu'au coup de grâce donné par Hugues de Marcuit, qui captura justement Ferrand de Flandre, ce qui entraîna la fuite de l'armée flamande. Débandade. La débandade, tout à fait. C'était la débandade pour eux. Sur le flanc gauche, on a flanc gauche pour les Français évidemment, de l'autre côté ça change tout. Robert de Dreux qui va faire face au traître, au félon, au terrible Renaud de Damartin et à l'anglais Salisbury. Ce qui est assez terrible par là, c'est que en face, ils ont mis au point une stratégie que je trouve assez intéressante, c'est de mettre dans une formation en cercle des piquets. Donc vous imaginez un donut de piquets. Ces piquets, donc c'est cette piétaille, ils ont pour but de foutre le boxon. Parce que les chevaliers français, quand ils vont charger, ils vont se heurter à ça. Et ça, à percer, c'est insupportable. Parce que le problème, vous avez des mecs en rond qui ont leur lance brandie, c'est impossible à passer. Donc du coup, ils ont posé énormément de difficultés aux troupes de notre ami Renaud. C'est un combat qui est assez âpre, et ça se finit par la capture de Salisbury. Mais Damartin, on l'a pas comme ça. Le Damartin, lui, il a trahi le roi 2 fois, vous inquiétez pas, le mec, c'est un dur à cuire. Alors il résiste, après avoir maintes fois écouté France Gall, et finalement, arrive le moment où il se fait attraper par des piétons. Alors les piétons, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Les piétons, ils essayent d'abord de lui arracher ses jambières, mais ça marche pas, vu qu'en fait ses jambières, apparemment, elles sont attachées à sa côte. Donc du coup, ils essayent de le poignarder, sauf que le mec en face se débat, ça commence à castagner et tout, c'est épique. Les sources varient. On n'est pas unanime sur la personne qui l'aurait capturé. Selon certains, ce serait l'évêque de Beauvais qui serait arrivé, qui aurait dit « Bon, les gars, arrêtez, c'est bon, rends-toi, Damartin ». Toujours est-il que notre ami Renaud, il s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était foutu. Il avait peur de mourir, puis il voyait de toute façon que ça servait à rien, quoi. Il avait perdu. Donc finalement, il finit par se rendre. Bah sinon, il y avait un certain évêque qui allait mettre un coup qui ne fait pas couler le sang en plein milieu de son crâne. Exactement. Et ça fait mal. Petite anecdote aussi sur notre ami l'évêque de Beauvais. Salisbury, apparemment, il se serait reçu un coup de masse de l'évêque de Beauvais, tellement violent que son casque aurait volé. C'est-à-dire, imaginez un home pour faire voler un home d'un seul coup, c'est violent. L'évêque de Beauvais, il arrive là, bam, ça part et ça vole, et c'est incroyable. On a parlé de la gauche et de la droite, sacrée partie, mais maintenant, il serait peut-être temps de parler du centre. Le centre. Le cœur du combat. Le cœur du combat. Mes amis, le centre. Le plus gros de la bataille. Parce qu'on vous a parlé de l'aile gauche et de l'aile droite, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au milieu. Que d'héroïsme. Imaginez un instant des chevaliers, les chevaliers, la fleur de la chevalerie française, qui sous le soleil de plomb lance la charge, une déferlante d'acier qui s'abat sur l'ennemi. Et alors, l'ennemi, les jambes tremblantes, sont le sol vibré sous les sabots des chevaux. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Baignés sous le soleil, des hommes, portés par l'honneur et le sens du devoir, qui s'apprêtent à leur arracher la tête. Une belle charge, mes amis, comme dirait Fabrice. Très belle charge. Une belle charge. C'est effectivement une belle charge. Et on a la fine fleur de la chevalerie française, la garde du corps du roi. Mais il cherche sur qui ? C'est qui en face ? C'est quoi le mur ? Les Teutons, des mercenaires, les Brabançons, qui sont pour le coup pas allemands. Et, bien sûr, les hommes du Serge. Pas Serge de la Régie, Serge le Saint-Empire romain germanique. Cela va de soi. Ça va de soi. En face, on retrouve des Teutons. Les Teutons, ils font trembler pas mal d'endroits du monde. C'est quand même un ordre qui est quand même assez costaud. Pourquoi ? Alors déjà, Raphaël, on va remettre les choses au clair. On ne rigole pas avec la chevalerie française. La chevalerie française, c'est celle qui a inspiré les chevaleries de tous les autres pays. La chevalerie française, c'est la quintessence même de la chevalerie. Donc dire qu'un chevalier allemand est mieux qu'un chevalier français, c'est une ineptie. C'est la première chose. La deuxième, c'est que les Teutons, en nombre, ils étaient très peu présents en soi. Il n'y avait pas tant de chevaliers Teutons que ça. C'était surtout des piétons. Et bon, une charge je vous laisse imaginer une charge de chevalerie. Un chevalier plus un cheval, on a quoi, 600 kilos ? Donc je vous laisse imaginer maintenant ça multiplié par le nombre de chevaliers qui vous arrivent dessus à 40 voire 50 km/h. Très clairement, vous vous faites massacrer. En plus, leurs lances sont plus longues, parce que eux, elles sont portées aussi en partie par le cheval. Et en plus, la force de tout ça, c'est concentré dans un truc qui fait même pas 1 millimètre carré sur la pointe de la lance. L'impact cinétique est incroyable. Autant vous dire qu'un chevalier lancé à pleine vitesse, vous mettez pas devant les gars. C'est conseil de survie élémentaire. On se retrouve avec une chevalerie française qui va faire des gros dégâts. C'était sans compter sur les Brabançons dont j'ai parlé avant. Les Brabançons, c'est des mercenaires alors, qui viennent de Brabant pour le coup, c'est en Flandre. Et alors ces Brabançons, c'est des petits farfadets malicieux parce que eux, leur grande spécialité, c'est d'aller crocheter les côtes de mailles des cavaliers pour les envoyer à terre. Ça, ils savent très bien faire. Et qu'est-ce qui se passe à un moment ? Il se passe que le roi de France, il est en danger. Alors qu'il est sur son cheval et qu'il est en train de combattre, un crochet accroche sa côte de maille et le précipite à terre. Et alors, les piétons ennemis se jettent sur lui. Ils ont qu'un but, c'est de tuer le roi. Alors on essaye de le saigner, on essaye de le piquer à travers les interstices de sa maille, dans son cou, dans les œillères de son casque.
Heureusement, Tristan est là. Il veille au grain. Et alors il se jette sur le roi Philippe Auguste et fait barrage de son corps pour le protéger de l'ennemi. Alors on agite l'étendard royal, l'oriflamme, parce que le roi est en danger. Mais la chevalerie est loin. La chevalerie est loin. Et elle charge. Et elle charge. Le danger est plus que présent. Le roi, il manque de mourir à plusieurs reprises, mais heureusement, il est bien protégé. Et alors, les chevaliers reviennent. Ils font volte-face. Ils reviennent au galop pour venir le sauver. Il a suffi d'une seconde qui aurait pu mettre à mal l'armée française. Mais finalement, l'héroïsme est présent. Le roi est sauf. Il se relève sous le soleil, contemple l'ennemi d'un air déterminé et dit « C'est pas ma guerre, je vais me les faire. » C'est pas la guerre, mon colonel. On a beaucoup parlé de cette chute, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est beaucoup abordé dans les ouvrages et les vidéos qui peuvent parler de Bouvines. Mais est-ce que ce serait pas un tantinet romancé, parce que on le connaît, le Philippe, il maîtrise quand même sacrément bien sa communication. Je vois pas de quoi tu parles. Il me semblait. Il me semble bien aussi. Bon, c'est quelque chose dont on parle. Est-ce que cette chute a eu lieu ? Effectivement, alors je pense, et la plupart des écrits, même modernes, des historiens actuels, croient en la chute de Philippe Auguste, mais remettent quand même en question le fait qu'il soit tombé dans les rangs ennemis. Je reprends les propos de l'historien de Barthélemy. Celui-ci pense qu'effectivement, donc il est bien tombé, mais dans ses propres rangs, tout simplement parce qu'il y avait une certaine cacophonie qui l'a poussé à tomber à ce moment-là. Tous les propos du coup qu'on a pu voir au niveau de cette bataille-là, racontée par Guillaume le Breton, sont à relativiser en tout cas. On a donc la chute de Philippe Auguste, et la bataille, c'est une victoire française. C'est une victoire française, oui. Dernière petite précision quand même, parce qu'on parle d'Othon depuis le début. Mais alors Othon, Philippe Auguste, il s'est cassé la gueule de cheval, il s'est relevé, il s'est remis dessus. Othon, on a quand même un gars qui s'est fait attaquer par Girard Latruille, les gars. C'est pas n'importe qui. Le mec s'appelle vraiment comme ça. Moi, ça me flingue de rire. Le gars arrive, il veut tuer Othon, il veut attaquer Othon, il frappe son cheval d'un coup de poignard. Le poignard traverse l'œil du cheval, touche la cervelle. Le cheval tombe mort. Othon réussit à retrouver un autre cheval et là, il prend la poudre d'escampette parce qu'il sent que ça pue. Alors sa fuite, elle est couverte par des chevaliers teutons, justement, qui parviennent à faire gagner du temps à Othon et du coup, il peut s'enfuir tranquillement. Mais effectivement, c'est une victoire française. Une grande victoire française. Qu'est-ce qui se passe après la bataille ? Après la bataille, l'Ost, je prends le côté français, l'Ost français retourna en France avec les prisonniers capturés lors de la bataille. Donc on retrouve Renaud de Damartin, le duc de Salisbury et Ferrand de Flandre, qui sont tous les trois exposés aux populations locales durant leur trajet pour aller jusqu'à Paris. Pendant tout ce temps-là, il y a d'ailleurs une phrase qui est ressortie, qui est très drôle concernant Ferrand, c'est que Ferrand fut ferré. Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est Guillaume le Breton qui a dit ça, je crois. Il me semble. Hein. Et concernant du coup les prisonniers, donc Damartin a été emprisonné à Péronne, puis a été transféré par la suite sur l'île aux Bœufs, donc vers Orléans, et celui-ci décida de se suicider en prison. Oui, de toute façon, à mon avis, il avait la prison à perpète, donc c'est... Effectivement. Après de trahison, au bout d'un moment... Ouais, on dit jamais 203, mais je pense qu'ils avaient pas trop envie, quoi. Que lui avait pas trop envie, non plus d'ailleurs. Concernant Ferrand, lui, il a été enfermé au Louvre pendant 10 ans, puis a été libéré par Louis IX. Et concernant Salisbury, il a été rapidement libéré, et malheureusement pour lui, il mourut en 1226. Pardon. Mais ailleurs, il se passe quoi ? Notre quatrième luron, là, Othon, qu'est-ce qu'il devient ? Parce qu'il s'enfuit, mais il devient quoi après ? Othon perdit son titre d'empereur au profit de Frédéric II von Stauffen. Othon ne sera plus que duc de Brunswick et finit par y mourir sans prestige, naturellement. Concernant l'Angleterre, ayant dépensé pas mal de thunes, le pauvre Jean sans Terre va se retrouver face à la révolte des barons et qui va déboucher sur les accords de Chinon et ce qu'on appellera plus tard la Magna Carta, ce qui représente les prémices de la monarchie constitutionnelle qu'on retrouve aujourd'hui en Angleterre. De toute façon, Jean sans Terre, grand roi en Angleterre, qui a fini par même instaurer des mythes populaires comme notre fameux Robin des Bois. Ça vient de lui, c'était sous lui. Et il a instauré chez les Anglais une peur intrinsèque des impôts. Oui, enfin, nous aussi on a une peur intrinsèque des impôts, c'est pas pour autant que Jean sans Terre, donc je vais te dire... Oui, mais nous on en a eu d'autres après. En tout cas, pour les Anglais, c'est lui. Et on vient du coup de terminer cette bataille et les retombées politiques qu'elle a pu avoir. Est-ce qu'il serait pas temps de prendre un peu de recul ? Est-ce que cette bataille a pas été un petit peu instrumentalisée plus tard ? Quelque événement qu'il soit, on a, a posteriori, une interprétation qui est faite par d'autres personnes. Il y a eu des choses qui ont été un petit peu déformées. Il y a deux choses qui peuvent expliquer cette déformation dans la vision qu'on a de la bataille. La première, c'est Philippe Auguste lui-même. Philippe Auguste, c'est un marketeur avant l'heure. Comme tous les rois, il va avoir des points noirs et des points positifs dans son règne. Il a réussi à mettre en avant les points positifs, à se créer une image beaucoup plus avantageuse que ce qu'elle n'est. C'est notamment l'objet de la Philippide. La Philippide, c'est avant tout un récit sur la vie de Philippe Auguste. Fabrice en parlait. La bataille de Bouvines est dedans, mais c'est vraiment tout le règne dont parle Guillaume le Breton dans cette œuvre-là. Ça, c'est la première chose.
Donc c'est au moment M, c'est du vivant de Philippe Auguste, un petit peu après, pendant le Moyen-Âge. Ensuite, on va avancer un petit peu dans le temps, ça va se passer au 19e siècle. On va avoir envie de se cogner avec les Prussiens, qu'on appellera ensuite les Allemands, les Boches. Bouvines, ça a été un instrument de propagande formidable, parce que vous avez juste à déformer certains détails. Bon, les Flamands, voilà, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Oh, et puis les Anglais, ouais, il y avait juste Jean Santerre qui avait orchestré ça, et encore, quoi, vraiment, c'est du détail. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les Boches, c'est les Allemands, c'est les Teutons, des milliers de Teutons en furie. Les Sergeois. Les Sergeois, exactement. Qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec un instrument de propagande formidable. Et alors là, c'est gagné, parce que vous allez galvaniser des troupes. Donc, toujours prendre du recul, en gardant deux choses en tête. La première, c'est quand vous avez des conneries qui sont racontées sur une période, souvent le 19e siècle n'est pas pour rien, a fortiori pour le Moyen-Âge. Et en plus de ça, le fameux 19e siècle qui nous a imposé tous les surnoms qu'on donne au roi. Ah oui. Le fameux Auguste, c'est pas pour rien qu'il est là. Quand on dit Philippe le Gros, Louis le Gros, quand on parle de, comment il s'appelle, Jean le Long, c'est pareil, c'est des surnoms qui nous viennent de là parce qu'ils voulaient leur donner un sens et instrumentaliser à ce moment-là. Le Lion, très explicite. Le fils, Louis VIII, le Lion, ça n'est pas là pour rien. Donc, toujours garder en tête, vous avez un événement qui a lieu et vous avez les filtres qui sont faits a posteriori. Je vais m'arrêter là parce que là, je pense que j'ai tenu le crachoir pendant un moment. Et on peut ensuite parler d'ailleurs des sources allemandes qui relativisent quand même pas mal le propos de cette bataille dans son déroulé, minimisent quand même grandement les affrontements, les conséquences de ceux-ci également sur la suite des événements. Après, c'est à nous de faire la moyenne des propos des deux parties et de voir ce qu'on peut en tirer. D'ailleurs, j'ai lu un formidable bouquin, je ne vous le conseillerais pas, alors il s'appelle Le Roman National, et dedans on parle de Rex Francorum à Rex Francia. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, Fabrice, s'il te plaît ? Alors, Rex Francorum, roi des Francs, et Rex Francia, roi de France. Effectivement, initialement, les rois de France, les rois des Francs, portaient le titre de Rex Francorum. Et à partir de 1204, à la suite d'une campagne contre Jean Santerre, justement, Philippe II décida d'adopter le titre Rex Francia. À partir de là, justement, il faut arrêter de penser que c'est à partir de la bataille de Bouvines où ce roi a décidé de porter ce titre. Okay. Effectivement, ça se passait avant. Parce qu'il nous parle de début d'unité nationale, dans le sens où on ne serait plus sur la terre qui appartient aux Francs, qui sont le peuple qui est la peuple, mais on devient français parce qu'on est sur cette terre-là. On peut parler de début d'une nation française, mais c'est une tendance qui est quand même déjà présente depuis plusieurs années, par la conquête de territoires, l'unification administrative qu'a orchestrée Philippe Auguste. Par les Capétiens en règle générale, oui, sont de grands bureaucrates. Tout à fait. Je tiens tout de même à relativiser le terme d'unité nationale, le concept d'unité nationale. En effet, dans ce cas-là, ce serait plutôt anachronique. On commencera à parler réellement d'unité nationale à partir du moment où la guerre de 100 ans aura lieu. Et je pense que maintenant, nos auditeurs ont compris l'histoire de la bataille de Bouvines. Bon, auditeurs, auditrices, il est temps de se laisser là. On espère que cet épisode vous a appris plein de choses sur la bataille de Bouvines. Si c'est le cas et que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et Facebook, @faboulet-wenatores. Et on se retrouve, on espère, dans pas trop longtemps, pour un épisode sur les dragons. Allez, je vous en dis pas plus. Salut!